La Loyal Vie rassemble des personnalités autour des sujets de l'assurance vie à l'occasion de la Loyal Business Day. La Startup Biotech Lab présente ses prestations dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires et hydrologiques. Nous vous en donnerons les détails dans ce journal. Et puis, passation de charges entre les sous-préfets entrants et sortants de Diawala dans le département de Ouangolodougou. Vous faites bien de suivre le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue, mesdames et messieurs. Apporter la sécurité à vos ressources humaines grâce à nos solutions. Tel était le thème de la deuxième journée de la Loyal Business Day, organisée par la société d'assurance La Loyal Vie. L'objectif était de rassembler des personnalités autour des sujets de l'assurance vie, un cadre d'échange et de partage d'expériences. Pierre Tebeu, Marius Séry pour le reportage. Le thème de cette deuxième journée de la Business Day est révélateur puisqu'il a permis aux panélistes de présenter les grands objectifs de l'assurance vie auprès des entreprises. Il s'agit aussi d'attirer l'attention des entreprises sur l'assurance comme outil de prévention, de gestion de capital humain et des risques. Une deuxième journée qui sonne la transformation de la société d'assurance auprès de ses partenaires. Cette deuxième édition consacre notre expertise en matière de solutions apportées aux entreprises pour permettre qu'elles soient plus efficaces, que leurs ressources humaines génèrent plus d'innovation, de capacité à les faire progresser. Les panélistes sont revenus sur les principes de l'assurance à travers le thème développé devant les responsables des ressources humaines et les courtiers en assurance. Nous avons exposé autour de 3 produits. Donc, le produit prévoyant Yako pour apporter une solution de prévoyance pour les salariés d'entreprise. Et ensuite, nous avons parlé du produit la Loyal Pension, donc pour permettre aux entreprises de préparer un complément de retraite pour leurs salariés. Et enfin, le produit estimé 196 pour permettre aux entreprises de bien évaluer les engagements sociaux qu'ils ont vis-à-vis de leurs salariés. La société d'assurance La Loyal Vie a saisi l'occasion de cette journée pour proposer également des solutions aux entreprises. Les solutions que nous apportons aux différentes entreprises sont de 2 ordres, c'est-à-dire des assurances, des contrats de prévoyance en premier lieu et puis des contrats de retraite. Donc les contrats de prévoyance, ça assure l'employé et sa famille ainsi que ses ascendants. Mais au niveau de la retraite, il a certainement un projet à réaliser au thème, du moins à sa retraite. Donc on va lui permettre de constituer une épargne qui va lui permettre de réaliser ce projet-là lorsqu'il ira à la retraite. La Loyal Vie ambitionne de créer pour chaque entreprise de Côte d'Ivoire un cadre de travail qui permet à ses employés de donner le meilleur d'eux-mêmes à travers des solutions d'assurance taillées sur mesure. Le rendez-vous est pris pour la 3e journée de la Loyal Business Day qui présentera encore plus les innovations de la société. La mairie de Port-Bouët fait don d'un véhicule de type 4x4 à la Direction générale des impôts de sa commune. Le véhicule vise à renforcer le parc automobile de la DGI afin de lui permettre d'effectuer de manière efficace ses recouvrements. Zénab Dosso nous commente le reportage de Raïssa Yao et Marie Séry. La municipalité de Port-Bouët a offert un véhicule de type 4x4 à la Direction régionale des impôts de sa commune. Ce don est une esquisse aux différentes sollicitations de certains services publics de Port-Bouët à la mairie de la commune. Ce véhicule flambant neuf devrait permettre, selon la mairie, de faciliter le travail de recouvrement des agents des impôts dans la commune. En sus, la DGI, Direction générale des impôts, bénéficie de la prestation de 5 contractuels pour renforcer son équipe et ce, au compte de la mairie. Alors le conseil municipal et moi avons décidé de renforcer le parc automobile de la Direction générale des impôts locales, de l'antenne locale de la Direction générale des impôts, pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Le recouvrement doit se faire sur tout le territoire communal et je pense que partant de là, ils auront ce qu'il faut pour aller vers le contribuable. Quant à la DGI, elle a marqué sa reconnaissance par le truchement de Cissé Aboubakari, directeur général adjoint,
Il représentait pour la circonstance Ouattarazié, directeur général des impôts. Vous savez, il y a beaucoup de collectivités locales, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont cet appui qu'ils apportent à l'administration fiscale. Je pense que Port-Boué l'a compris. Et cet outil qui nous est donné, parce qu'il n'y a pas que le véhicule, il y a en plus 5 agents que la mairie mettra à notre disposition pour augmenter nos capacités en ressources humaines. Un véhicule flambant neuf, 5 agents au service de la Direction générale des impôts. Cela va booster les activités de recouvrement sur le terrain. Rappelons que la mairie de Port-Boué a toujours été un partenaire pour les services des impôts de sa commune. Intéressons-nous à présent aux innovations en Côte d'Ivoire avec l'avènement du Biotech Lab, un laboratoire de contrôle et d'analyse né de la volonté d'un pharmacien industriel. La start-up ambitionne à terme d'être une organisation d'expertise analytique la plus compétitive et la plus productrice dans les industries pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques et hydrologiques. Le projet a été récemment présenté à l'UFR des sciences pédagogiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le reportage est signé Issa Badini et Richard Akeke. Il est commenté par Walter Kofi. Offrir à la Côte d'Ivoire un laboratoire d'analyse et de contrôle de qualité des produits des secteurs pharmaceutiques, biotechnologiques, agroalimentaires, cosmétiques et hydrologiques. C'est la mission que s'est assignée la start-up Biotech Lab. La structure comporte 2 phases, à en croire ses fondateurs. Selon Dr Kwadjo Jean Arthur, la deuxième et dernière phase, qui est celle de l'installation et de l'exploitation du laboratoire Biotech Lab, interviendra en 2023. Biotech Lab n'existera pas qu'en 2023. Les activités de Biotech Lab ont déjà commencé justement. Donc dans la première phase du projet, comme je vous avais signifié, nous allons accompagner nos chercheurs au niveau de la faculté par la mise à disposition d'équipements dans le cadre de leurs activités de recherche. Nous avons aussi des supports de formation que nous donnons. Le premier responsable du Biotech Lab s'est voulu rassurant quant à la capacité de sa structure à satisfaire les attentes des consommateurs. Alors, nous adressons un message suffisamment clair au monde de la pharmacie, de la cosmétique et aussi du secteur agroalimentaire. Le laboratoire Biotech se positionne comme une entité qui va répondre aux besoins de la demande en ce qui concerne toutes les activités d'analyse et contrôle de leurs produits. Biotech se positionne comme une entité qui viendra répondre également au niveau estudiantin et de la faculté. L'un des principaux bénéficiaires du Biotech Lab est le monde universitaire. Toute chose qui ne laisse pas indifférents les enseignants de l'UFR Sciences, Pharmaceutiques et Biotechnologie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous le savons très bien que dans notre pays, comme dans les autres pays d'Afrique, le plateau technique n'est pas trop développé. Et donc, avec cette start-up qui nous promet des équipements pour le partenariat, c'est quelque chose d'assez important pour les enseignants que nous sommes. Ce projet nous tente déjà, qui obéit un peu à nos activités, je dirais, pas académiques, mais dans le domaine dans lequel nous sommes, qui est le contrôle qualité. Il faut souligner que Biotech Lab a vu le jour en août 2020. Le coût de l'investissement, 668 millions de francs CFA. La phase opérationnelle de Biotech Lab est prévue pour 2023. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire où le conseil régional du Cavali a tenu sa deuxième session ordinaire. Cette rencontre a permis de faire le bilan des réalisations et l'on retient que ce sont plus de 30 projets réalisés au profit des populations des 4 départements du Cavali. 30 autres actions sont prévues au programme triennal 2022-2024. Théodore Kanga. Cette deuxième session ordinaire était portée essentiellement sur les questions d'investissement réalisés et en cours de réalisation. Le budget primitif du conseil régional du Cavali s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 224 269 000 francs CFA, dont 999 115 000 francs pour le fonctionnement et 2 233 154 000 destinés à l'investissement. La part belle a été donnée à l'éducation et à la santé. Revenant au point clé de cette deuxième session, Anne Désiré Ouloto a annoncé 6 230 727 000
306 francs pour le compte du budget triennal 2022, 2023 et 2024. Au niveau donc, des infrastructures également, à ce niveau, il y a eu de très grandes avancées et dans tous les départements, nous avons eu de nombreuses réalisations au niveau de l'école, des établissements scolaires, au niveau des collèges de proximité. Et d'ailleurs, cette année, nous aurons 3 collèges de proximité qui ouvriront dès la rentrée prochaine. Nous avons également pu construire des logements sociaux pour des enseignants, pour des médecins, pour des infirmiers et infirmières, des sages-femmes. Cela est important. Nous avons également facilité le déplacement entre les localités. En marge de cette session, la présidente du conseil régional a visité le château d'eau en construction à Zagné. Anne-Désirée Ouloto a également procédé à la remise officielle à Hippolyte Bayala, maire de Taï, le nouveau foyer polyvalent Anne-Désirée Ouloto d'une capacité de 300 places. Cette deuxième session, délocalisée après celle tenue en 2019 à Toulepleu, a connu un véritable engouement des populations. L'autorité préfectorale a félicité le conseil régional du Cavali qui œuvre pour le bien-être des populations de la région. Après la région du Cavali, direction la région du Go, où l'ONG Aprosam, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'AIBF, a organisé 2 jours durant une campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale. La campagne a été appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et financée par l'Agence de coopération internationale, la coréenne COICA. Suivez. Les habitants des quartiers Château et de Garayo de Ganois ont été sensibilisés sur les causes, les conséquences et le traitement de la fistule obstétricale. S'il y en a comme ça, tu connais aussi dans ton quartier là. On va les prendre en compte. À travers des sketchs et des danses, la maladie a mieux été exprimée à la population. La fistule est une mauvaise communication entre le vagin, la vessie, le rectum, qui survient chez la femme à la suite d'un accouchement difficile et qui entraîne la perte incontrôlée des urines ou des selles. L'appel que nous lançons à la population de Gagnoa, c'est de savoir que la fistule obstétricale déjà existe. Et elle touche majoritairement les femmes en âge de procréer. Les femmes, du fait qu'elles ne fréquentent pas les centres de santé, quand elles sont enceintes, du fait qu'elles ne font pas leur consultation prénatale, du fait que elles accouchent à un âge assez précoce, donc elles peuvent être victimes de cette maladie qu'est la fistule obstétricale. Bonne nouvelle, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation à Ganois, 10 femmes ont été opérées et guéries. Toutes mes sœurs qui ont cette maladie, ne vous cachez pas, venez, cette opération, c'est gratuit. Nous sommes tellement contents parce qu'après la sensibilisation, il y en a déjà pu identifier 3 cas. 3 cas que nous allons rapidement référer au centre hospitalier régional de Gagnoa. L'action est à mettre à l'actif de l'ONG, Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, en collaboration avec ses partenaires. Le ministère de la Santé, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial a organisé durant 2 jours une campagne de sensibilisation à Ganois sur la fistule obstétricale. La campagne a été appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population et financée par l'Agence de coopération internationale coréenne. Selon l'OMS, il y aurait plus de 2 millions de femmes victimes de fistules obstétricales dans le monde. La majorité se trouve en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Posons nos valises à Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où s'est tenue récemment la cérémonie de passation de charges entre les sous-préfets entrants et sortants. Cette passation de charges a enregistré la présence de plusieurs personnalités du département de Ouangolodougou. Pierre Tebeu, Ouattara Daouda. Kwame Kwadjo, lui, est le nouveau sous-préfet de Diawala. Il a pris officiellement fonction ce jour dans une cérémonie très riche en couleurs présidée par le gouverneur de la région.
Lors de cette cérémonie de passation de charge, il a salué le travail de son prédécesseur qui a maintenu la paix et la stabilité dans la localité. Il a par ailleurs remercié le préfet du département de Ouangolodougou pour ses conseils avisés. D'emblée, remercier le chef de l'État et monsieur le ministre de l'Intérieur qui m'ont permis d'être nommé à ce poste. À présent, je me tourne vers monsieur le préfet de Ouangolo pour lui adresser mes remerciements, car malgré son agenda chargé, vous êtes venu vous-même superviser la passation et profiter de l'occasion pour me prodiguer vos conseils. Il remplace à ce poste Nguessan Kwaku après 11 ans de service à Diawala comme sous-préfet. Il est muté à Méagui comme secrétaire général de la préfecture. Avant de quitter la localité, il s'est dit satisfait d'avoir été au service de l'État de Côte d'Ivoire comme sous-préfet dans cette localité. Il a profité de cette occasion pour remercier toute la population de Diawala pour sa collaboration depuis 11 ans. Cependant, je pars mais avec un pincement au cœur. On dit bien que les séparations, même les plus souhaitées, ont leur mélancolie. Donc merci à vous. À son tour, le préfet du département de Ouangolodougou a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils au nouveau sous-préfet de Diawala qui fait ses premiers pas dans le corps préfectoral. Le secret de la réussite réside dans l'amour qu'on a pour ses administrés. Quand on me pose cette question, généralement, je dis le secret, c'est d'aimer ceux au service duquel nous sommes. Aimez sincèrement vos administrés. Ils vous rendront votre amour. Les populations, par la voix de leurs responsables, ont exprimé toute la reconnaissance au sous-préfet sortant pour sa bonne collaboration avant de lui souhaiter un bon vent pour sa nouvelle fonction. Diawala est situé au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région du Tchologo, département de Ouangolodougou. Un mot de culture dans cette édition. Le Festival des Arts et de la Culture des 3A se tiendra à Jacquesville du 5 au 15 août 2021. L'événement vise la valorisation de la culture des grands ponts et la mise sur orbite de l'économie locale. Le reportage est signé Mondésir Nascimento et Issa Badini. Il est commenté par Zeynab Dosso. La région des Grands Ponts est riche. En témoigne la démonstration gastronomique de Marie-Angèle Amou qui met en exergue la qualité de l'attiéké, l'huile rouge et l'huile de coco. Outre l'art culinaire, il s'agira pour le Festival des Arts et Cultures des 3A de vendre les richesses culturelles et cultuelles des peuples Aladjan, Akouri et Haïzi. Nos enfants ne savent pas d'où ils viennent. Nos enfants ne connaissent pas Jacquesville. Mais Jacquesville, nous sommes assis sur de l'or. Nous avons des îles, nous avons des cultures. On va voir tout à l'heure comment nous faisons la tchéké, l'huile et tout. Cette troisième édition est placée sous le signe de la réconciliation et de la paix. Elle porte la griffe de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, qui a été ovationnée à la demande de l'ensemble des chefs de village et les chefs de terre. Représentant Henriette Dagri Diabaté, Maker Dagria traduit l'attachement de la grande chancelière à Jacquesville, d'abord en tant qu'historienne, mais aussi et surtout en tant que fille de la région. Elle est la grande chancelière, mais elle est avant tout une fille du village de Jacquesville. C'est une fille des 3A. Pourquoi elle a accepté d'être marraine de ce festival d'art et de culture? C'est parce qu'elle veut valoriser la culture des 3A. L'équipe de Mme Maker Dagri est bienvenue et on remercie la grande chancelière d'avoir boosté cette équipe-là pour réveiller notre culture qui est en veilleuse. Art culturel, concours de pirogue, danse du terroir, c'est tout le sens du trésor culturel et cultuel des Grands Ponts qui sera mis sous les feux de la rampe du 5 au 15 août à Jacquesville.
Outre la particularité de cette 3e édition, les chefs de village de Jacquesville ont décidé d'adresser un pardon public à Henriette Dagri-Diabaté pour les frustrations et torts qu'elle a pu subir. À cette même occasion, elle recevra un standing ovation pour l'ensemble de son œuvre au profit de Jacquesville. Terminons ce journal avec la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso qui font partie des pays respectant les exigences minimales en matière de transparence budgétaire. C'est ce qu'a indiqué le département d'État des États-Unis dans son rapport 2021 sur les transparences budgétaires. Ces 3 pays sont les seuls de l'UEMOA à faire partie de la première catégorie de classification, comprenant les pays qui publient régulièrement des budgets et documents financiers fiables et accessibles. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.